Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Bonjour Mélissa! Aujourd'hui, le 13 janvier, c'est la journée de l'hypersensibilité. Et étant maman d'un petit coco avec des hypersensibilités sensorielles, je tenais vraiment à en parler sur notre balado pour démystifier le tout et parce que je suis certaine que plusieurs familles sont dans le même bateau que moi. En gros, mon coco, maintenant âgé de 9 ans, réagit de manière exagérée à des stimulations qu'on dit ordinaires auxquelles les autres enfants réagissent peu, comme par exemple les aliments qui sont mouillés, les odeurs qui sont prononcées comme le poisson, les textures purées comme le yogourt ou les compotes de fruits, les bruits forts comme une porte qui va claquer vont le faire réagir de manière exagérée. Il peut refuser de mettre l'aliment dans son assiette, il peut refuser de venir à table et même rentrer dans la cuisine avec des hauts le cœur ou des pleurs. L'hypersensibilité impacte également l'habillage de mon coco, donc les étiquettes doivent être retirées, les coutures sur les bas peuvent être un défi, donc on est toujours à la recherche de vêtements qui vont être tolérés, qui vont être agréables à porter parce que très souvent c'est insupportable, juste la petite couture que pour nous on va oublier, c'est comme une roche dans sa chaussure, c'est vraiment comme ça qu'il va le vulgariser. Maintenant il est plus vieux, donc il est capable de verbaliser ce qui le dérange, ce qui n'était pas le cas quand il était tout petit. Alors, se joignent à nous aujourd'hui deux ergothérapeutes pour démystifier ce qu'est l'hypersensibilité sensorielle. Il y aura une partie 2 à la discussion d'aujourd'hui pour parler de l'impact des hypersensibilités au niveau alimentaire particulièrement. Mais il est important, je pense, de comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir aller plus loin dans la partie 2. Alors, Véronique, bonjour et merci de te joindre à nous au balado. Bonjour tout le monde, bonjour Cosette, bonjour tout le monde. Bonjour. Valérie Ferron également, bon matin. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est pas facile. Avec plaisir, je suis vraiment contente d'être là. Ça fait du bien de voir des nouveaux visages. Alors, mesdames, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, votre rôle aussi lorsqu'il y a des suspicions d'hypersensibilité sensorielle? Donc, Véronique? OK, donc moi, je suis ergothérapeute. Ça fait maintenant près de 15 ans que je travaille en pédiatrie. La plupart de ces années-là, j'ai travaillé en clinique privée, donc une clientèle qui est assez diversifiée, là, en passant des enfants qui ont un TDAH, des enfants qui ont des troubles dans le spectre de l'autisme. Mais dans les dernières années, j'ai développé un intérêt puis une certaine pratique au niveau des difficultés de l'alimentation. Surtout puis plus spécifiquement les 2 dernières années avec les petits bébés, ceux qui ont beaucoup de difficultés à intégrer, là, commencer à manger les purées ou passer de la purée là, aux aliments plus solides. Donc, c'est pas mal ça mon parcours dans les dernières années parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je travaille comme ergothérapeute. Oui, puis on échange beaucoup ensemble. Oui. Valérie. Oui, bien moi aussi, je suis ergothérapeute. J'ai fêté mes 10 ans là, à l'automne, donc le temps passe très vite. J'ai les 7 premières années, j'étais un peu comme Véronique en clinique privée, donc même chose, une clientèle très, très diversifiée, du zéro, un peu plus que 18 ans, même
dans certaines situations. Par la suite, côté personnel, j'ai pris une année sabbatique, puis au retour, j'ai décidé de modifier un petit peu mon parcours et je travaille présentement en communauté autochtone, principalement, dans une école. Là, je suis en congé de maternité depuis septembre, mais c'est un peu mon parcours. Puis, avec la pandémie, j'en ai profité pour tranquillement me familiariser plus avec les réseaux sociaux. C'était un objectif avant, puis là, avec le temps, on a eu plus de temps à la maison. Donc, j'en ai profité pour rencontrer du nouveau monde, puis essayer de vulgariser le plus possible aux parents. Ça, c'est un besoin, la vulgarisation un peu de ce que vous faites et votre impact dans les activités quotidiennes des familles et des enfants en particulier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous vulgariser à votre façon, c'est quoi des hypersensibilités sensorielles? Oui, je vais commencer. Véronique, tu pourras enchaîner quand tu sentiras le besoin, là. En fait, Cosette, moi, j'aime bien appeler ça des hyper-réactivités sensorielles. On utilise beaucoup hypersensibilité parce que c'est ce qu'on entend, c'est ce qui circule, c'est le terme que les parents sont habitués. Par contre, c'est difficile de mesurer le niveau de sensibilité d'un enfant. Dans le sens que moi, je ne sais pas de n'importe qui, en fait. Là. Moi, je ne sais pas à quel point tu es sensible, mais tout ce que je peux voir, c'est la réaction que tu as par rapport aux sens, aux stimulations. Donc, hyper pour trop, réactivité pour réaction, puis sensorielle, pour les stimulations au sens. Stimulation au sens, on a les 5 sens externes qu'on appelle, qu'on connaît tous très bien, qu'on apprend à l'école, qu'on apprend à nos enfants, la vue, l'odorat, le toucher, l'audition et le goût. Donc, ces 5 sens-là peuvent créer des hyperréactivités sensorielles. Chaque personne a son propre profil. Hein. Ce n'est pas nécessairement mauvais là, d'être hyperréactif ou hypersensible. Là, on va utiliser les 2 mots aujourd'hui. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tout le monde a son profil. La problématique, on va en parler plus tard, c'est quand ça devient problématique, justement, quand ça nuit au fonctionnement. Donc, on a ces 5 sens-là. Puis, on a 3 autres sens qu'on n'entend pas souvent parler. On a la proprioception, qui est le sens de comment mon corps est placé dans l'espace. Donc, si on ferme les yeux, par exemple, on place un bras à une hauteur, je vais être en mesure de placer l'autre bras à la même hauteur sans avoir besoin de regarder. Donc, mon corps, il sait comment il est placé. Très utile pour monter les escaliers, descendre les escaliers, sans avoir besoin de regarder mes pieds, savoir où mettre mes pieds. On a le sens vestibulaire aussi, qui, lui, est le sens du mouvement. Proprioception, vestibulaire, ça vient tout le temps ensemble, ou presque. Là. C'est très difficile de les isoler. Donc, vestibulaire, sens du mouvement, exemple, je suis en voiture, je vais savoir si la voiture, elle avance ou elle recule sans avoir besoin de regarder. Mon corps lui-même le sait. Donc, nos 2 sens vont travailler ensemble. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais beaucoup très important au niveau de la motricité. Puis, le sens vestibulaire aussi, moins fréquent en alimentation, mais c'est un sens aussi qu'on va voir des hyperréactivités. Par exemple, les maux de cœur en voiture, les enfants qui ne voudront pas faire de culbute, des choses comme ça. Puis, le dernier sens, c'est l'interoception, qu'on entend encore moins parler. C'est le sens qui nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans mes organes. Donc, est-ce que, si on fait lien avec l'alimentation, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai plus faim? Est-ce que j'ai soif? Avec les émotions aussi, beaucoup. Est-ce que je suis stressée? Mon cœur, comment il bat et tout ça. Donc, ça, c'est nos 8 sens. Pour à peu près là, chacun des sens, on va simplifier vraiment au maximum, là, mais pour à peu près chacun des sens, on peut avoir un profil d'hyperréactivité. Ce n'est pas parce qu'on est hyperréactif, par exemple, au niveau du son, qu'on va l'être au niveau du toucher. Donc, un peut être indépendant de l'autre. Puis, si comme je dis, on simplifie vraiment au maximum, là, la modulation sensorielle, c'est la capacité de filtrer les informations dans mon cerveau. Donc, c'est un peu flou, là. C'est comme si, à la base de notre cerveau, on avait une porte, puis cette porte-là décide quelles stimulations rentrent et quelles stimulations ne rentrent pas. Quelles stimulations sont importantes et pertinentes pour fonctionner. Donc, je suis en train de... l'école à la maison, hein, on en parlait avant d'arriver. Il faut apprendre. Bon, mon enfant est concentré à ce qu'il fait. Il doit
pas entendre le chat qui miaule, sa sœur qui est aussi aux études en même temps. S'il a faim, est-ce qu'il sent aussi? Donc, toutes les stimulations autour de lui, il faut qu'il soit capable de filtrer ça parce que s'il y a trop de stimulation, il ne sera pas capable de se concentrer. Donc, la porte va décider qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Un enfant ou un adulte, même hypersensible, hyper réactif, cette porte-là ne fait pas bien son travail. C'est comme une porte d'attente. Tout rentre. Donc, le cerveau, il devient surchargé et il y a de la difficulté à filtrer les bonnes informations et à se concentrer sur ce qu'il a besoin de se concentrer. Oui. J'aime beaucoup, Valérie, comment tu expliques l'hyperréactivité versus l'hypersensibilité. Ça me parle beaucoup au niveau de... Je trouve ça intéressant. Puis c'est ça, dans le fond, le rôle de l'ergothérapeute, ça va être de faire l'évaluation de chacune de ces sphères-là. Puis après ça, de faire le lien, parce que quand on voit un enfant, on discute beaucoup avec le parent pour comprendre c'est quoi les difficultés que l'enfant vit au quotidien. Puis ces difficultés-là peuvent être vécues autant à la maison, à l'école, dans les loisirs. Fait qu'on fait vraiment le tour de tout ce que l'enfant fait comme occupation, comme activité, et on fait le lien entre ce qu'on évalue, les informations qu'on a retenues du parent, qu'on a obtenues du parent, puis on fait le lien entre le profil sensoriel, puis les difficultés que l'enfant vit au quotidien. Je m'excuse, j'ai eu un message pendant que j'ai vu quelque chose qui a découlé, là, ça m'a fait perdre mon idée. Mais c'est ça. Dans le fond, on établit c'est quoi le profil sensoriel de l'enfant. Puis comme tu disais, Valérie, on peut être hypersensible au niveau du toucher, mais pas l'être du tout au niveau du son ou au niveau oral, par exemple. C'est bien important de faire le tour de chacune des sphères, puis après ça, de faire le lien entre ce qu'on observe au niveau sensoriel, puis les difficultés de l'enfant. Puis souvent, je trouve que juste en expliquant aux parents puis aux intervenants autour des enfants, c'est quoi le profil puis pourquoi l'enfant réagit comme ça, déjà, pas réglé, mais je veux dire, on traite déjà la moitié des problèmes dans le sens où juste le fait de changer le regard de l'adulte autour de l'enfant, changer les attentes qu'on peut avoir puis de mieux comprendre pourquoi l'enfant répond d'une façon ou d'une autre, déjà ça, on atténue de beaucoup les difficultés que l'enfant peut avoir au quotidien. Fait que c'est une partie de notre rôle. Puis c'est sûr, ensuite, on va essayer soit d'avoir des stratégies de désensibilisation pour aider à ce que la porte fonctionne un petit peu mieux, puisse filtrer mieux les informations qui vont être gérées au niveau du cerveau. Puis aussi des stratégies comme d'apaisement aussi dans les moments plus difficiles de la journée, là, de la routine de l'enfant. Sinon, qu'est-ce qui déclenche une hypersensibilité? C'est causé par quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un enfant va l'être, pas l'autre? Puis à quel âge on peut commencer à observer des signes qui peuvent peut-être nous amener vers cette voie-là? C'est la question fatale. C'est difficile de dire d'où ça vient. Souvent, on va naître comme ça. C'est un profil, ça fait partie de notre bagage. Comme j'ai les cheveux bruns, les yeux bleus, je suis hypersensible. Ça vient dans le paquet, un peu comme le trouble d'attention, par exemple. Donc, et puis, quand on a des bonnes lunettes, on peut voir des fois très, très jeunes des particularités. C'est un exemple chez les tout petits bébés. Vont réagir beaucoup, beaucoup quand ils sont mouillés, par exemple, dans leur couche, ne vont pas être tolérants. Toutes les stimulations vont les déranger, mais un bébé de cet âge-là, c'est super difficile de savoir qu'est-ce qui se passe. Là. On en parlait avant le podcast. Je suis une nouvelle maman, puis il y a des poussées de croissance à tout bout de champ. C'est dur de savoir pourquoi notre bébé il pleure. Il y a beaucoup de variables aussi chez les bébés. Puis, les petits bébés, souvent, ça va être quand on va les déposer pour faire le changement de couche. Il y a des bébés qui ne tolèrent pas bien ça. Ils vont beaucoup chigner à ces moments-là. Puis, on voit les petits enfants, les petits bébés baby, les babys à besoins intenses. Bien, souvent, nous, avec notre lunette d'ergothérapeute, on peut voir vraiment des fragilités au niveau des hyperréactivités sensorielles, beaucoup de difficultés au niveau de l'apaisement de ces bébés-là. Donc, ça peut être assez jeune, mais on ne peut pas vraiment dire à ces âges-là que c'est un trouble d'intégration sensorielle ou des difficultés sensorielles. C'est plus avec l'évolution qu'on va voir. Puis souvent,
En tout cas, ça arrive souvent qu'on va voir, on voit l'enfant, puis un des parents va beaucoup se reconnaître chez l'enfant. Fait qu'il y a définitivement un aspect génétique là-dedans, parce que le parent va dire « Oh, là, il me semble que j'étais comme ça. Ma mère m'a dit que j'étais pareil comme lui. » Ou c'est mon conjoint qui était comme ça. Fait qu'on le voit souvent aussi. Oui, puis c'est un excellent exemple que tu donnais, Véronique. Tu sais, quand tantôt on parlait de vos vestibulaires, là, déposer le bébé, c'est vraiment le sens du mouvement dans l'espace. Donc, c'est là qu'il va réagir. Donc, quand on dit que ça dépend des sens, c'est vraiment ça. Puis quand on dit que ça évolue en vieillissant, Cosette, elle a donné plein de bons exemples avec son garçon en début. Puis c'est vraiment ça qu'on va observer. C'est ça, c'est vraiment ce genre de manifestation-là. Nous, on a commencé à vraiment remarquer une différence parce que, tu sais, on le dit tout le temps, comparez-les pas, mais quand même, on compare, c'est mon deuxième. C'est vraiment l'âge du main-bouche. Tu sais, à partir de l'âge de 4 mois, bon, là, on commence à offrir des jouets, il faisait le main-bouche, mais c'était intolérable. C'était vraiment, on dirait, souffrant avoir un jouet de dentition dans la bouche. Il n'aimait pas ça. La suce, ça a été difficile. Je l'ai presque forcé à accepter la suce parce que les pleurs la nuit, à un moment, il fallait trouver une solution. Je ne voulais pas qu'il mette les doigts dans la bouche parce que sevrer des doigts, c'est plus difficile. Bref, fait que je voulais absolument quelque chose pour l'apaiser. Finalement, ça a été une doudou parce que c'était lui-même qui décidait, puis c'était une doudou particulière, là, c'était pas n'importe laquelle, puis à un moment donné, elle a fini par accepter la suce, mais on a vu ces défis-là augmenter avec l'introduction des aliments. C'est là où ça a fait « Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? Comment je vais faire pour nourrir mon enfant? » Et tu sais, oui, je suis nutritionniste, j'ai déjà travaillé avec des ergothérapeutes en clinique d'alimentation, et là, je comprends quand le parent dit « Mais il n'y a rien qui fonctionne, je comprends pas mon bébé, pourquoi? » Puis tu veux pas, on enlève notre chapeau de nutri, puis on est maman lorsqu'on a des enfants, puis je pense aussi, Valérie, tu es ergo, mais on veut, tu sais, tellement rentrer dans les chaussures du rôle de maman que parfois on dit « Mais c'est vrai, je disais ça mais à mes patients, pourquoi j'y ai pas pensé? » Mais je pense que ça se garde beaucoup. Je pense que c'est là où on voit beaucoup avec l'introduction des aliments, s'il y a quelque chose à ce niveau-là, et avec l'habillement à la garderie. C'est vraiment là où on a remarqué que c'était plus difficile d'habiller mon petit coco versus un autre. Alors, des repas, c'était la même chose. Ils sont beaucoup, avec les éducatrices, remarquaient des petites différences. Moi, j'avais juste le mien que je comparais au plus vieux. Et c'est là, je pense que ça sort et on commence à se poser des questions. Oui. Alors, c'est dis-moi, souvent... Oui. Mais excuse-moi, c'est souvent à l'intégration en CPE parce qu'à la maison, on veut pas, on s'adapte à nos cocos aussi. Tu sais, des fois, on va mettons, au niveau de pas de l'alimentation, mais de l'habillement, on va trouver des petits trucs qui vont fonctionner, on prend plus de temps, on prépare les enfants. Tandis qu'au CPE, l'effet de groupe, tu sais, l'éducatrice a plusieurs enfants à s'occuper, il y a plus de stimulation autour de lui, l'enfant va tendre à plus réagir. Fait que c'est vrai que c'est une période assez charnière, là, l'entrée en CPE pour observer les difficultés là, sensorielles, définitivement. Ça va ressortir beaucoup à ce moment-là. Parce qu'à la maison, on s'adapte tranquillement, pas vite. Oui. On apprend à connaître notre coco puis à agir en fonction de ça. Oui, puis tu as été bonne, hein, parce que souvent, les parents ils vont nous parler de caprices, dire, parce qu'on ne sait pas, on est démunis aussi, on n'a pas toutes les informations, mais c'est vraiment important, c'est pas un caprice, ça, c'est un profil, notre enfant, il est comme ça. Son but, là, c'est pas de nous faire fâcher ou de nous faire frustrer ou de ne pas les mettre, ses bobettes puis ses bas, là. Son but, c'est, il n'aime pas ça, il n'est pas confortable. Puis, je veux dire, je suis adulte, je suis encore comme ça. Là. Mon chum, il panique quand je me mets mes bas pour mettre mes bottes parce que là, il y a une petite couture, puis là, je les replace. Fait que, tu sais, puis t'as encore l'air d'un caprice à l'âge adulte, mais c'est juste extrêmement dérangeant. Puis l'avantage, c'est que nous, on peut le nommer comme adulte, par exemple. Oui, c'est ça. Là, ça se facilite quand il commence à il parle. Là, c'est un peu plus facile de mettre les mots sur qu'est-ce qu'il sent. Oui. Encore une fois, est-ce qu'il sent les bonnes choses? Est-ce qu'il les sent? Il faut vraiment être accompagné. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé à voir, mettre ce qu'on appelle des lunettes généreuses et regarder notre enfant d'une autre façon, puis apprécier comment il est, le prendre, puis ils ne font pas exprès. C'est vraiment ça, je pense, à démystifier. Puis l'entourage, c'est plus difficile de leur expliquer. Il ne fait pas exprès. Parce que des fois, c'est des crises. Puis ils disent, il est capricieux parce que tu le laisses faire. Mais c'est sa façon de s'exprimer, je pense. Oui. Puis des fois, il va réagir à un moment donné, puis le lendemain, pour la même affaire, il ne va pas réagir. Ça se peut. Ça se peut.
son cerveau, il n'est pas chargé de la même façon. Il y a eu moins de stimulation cette journée-là. Il a mieux dormi. Nous, on est fatigués là, en fin de journée où là, on n'a pas eu les fameux parties de Noël cette année, mais on est épuisés. Mais c'est comme si c'était un party de Noël avec 50 personnes en tout temps. C'est sûr que c'est épuisant là, dans une journée. Là. Oui. Oui. Ça dépend de l'environnement, ça dépend si l'enfant est plus fatigué. Des fois, un enfant qui va être malade ou des fois, j'appelle ça la phase pré-maladie, là, on sent qu'il couvre quelque chose. Bien, toutes ces périodes-là, le stress, l'anxiété, il y a eu beaucoup de changements, ça affecte aussi l'aspect sensoriel. Là. Fait qu'il faut regarder aussi beaucoup au niveau physique, la partie comme physiologique aussi, pour voir s'il y a des choses qui peuvent expliquer là, les fragilités plus grandes par moment. Oui. Puis, tenir compte aussi que son cerveau est immature encore. Ouais. Oui. En vieillissant, moi, je le vois que c'est un petit peu mieux. Les réactions sont moins grandes parce qu'il les voit venir. Je les vois venir aussi. Il y a une question, je pense, aussi de maturité du cerveau. Oui, puis il y a une autre chose aussi, tu sais, comme adulte, nous, on choisit moi, je choisis qu'est-ce que je cuisine. Oui. C'est moi qui achète mon linge. On apprend à se connaître. L'enfant, le repas, souvent, c'est imposé. Les vêtements, c'est sûr qu'avec le temps, on arrive à trouver des trucs, mais de base, l'enfant a beaucoup moins de choix dans sa vie, ce qui fait que c'est plus dur de s'adapter. Fait qu'il y a la maturité, puis il y a le fait aussi que c'est ça, il y a moins d'options. C'est pas lui qui décide de... il faut qu'il aille à l'école. Moi, j'ai choisi un travail qui est en conséquence de comment je me sens, de ma personnalité, tout ça. L'enfant, il faut qu'il aille en CPE, il faut qu'il aille à l'école. On n'a pas le choix. C'est ça la vie. Ouais. Ça vient que c'est pas évident, là. Non. Puis, est-ce que vous pouvez nous nommer un petit peu l'impact dans quelles activités les hypersensibilités sensorielles impactent quoi dans le quotidien des enfants, surtout des enfants, là, mais on va parler un petit peu des adultes, mais des enfants, dans quelle activité quotidienne ça peut impacter? Où est-ce qu'on peut remarquer ce genre de réaction? Moi, j'ai parlé à l'heure de repas parce que je le vis, et l'habillage, mais ça va, je pense, dans d'autres activités également. Ça peut être dans les loisirs, ou même bien fonctionner en CPE, parce qu'en CPE, il y a beaucoup des enfants, ils sont dans le jeu, ça crie, ça parle fort, on s'amuse, il y a de l'excitation. Des fois, les enfants vont tendance à avoir soit à se retirer, à jouer, à s'isoler un petit peu du groupe, ou encore à faire des moments de surcharge où il n'est plus en... c'est trop pour lui, puis il va comme avoir une petite explosion. J'appelle ça ma théorie du verre qui se remplit au courant de la journée. C'est que chaque petite stimulation, il y a une petite goutte d'eau qui tombe dans le verre, puis ça peut être juste des petites gouttes d'eau, mais le verre se remplit quand même. Puis à la fin de la journée ou à un moment donné dans la journée, il y a une goutte d'eau qui arrive, puis le verre déborde. Donc, des fois, il y a l'effet de surcharge, puis d'accumulation aussi. Ça peut être dans les jeux, ça peut être au moment pendant les transitions. Souvent, c'est des moments plus désorganisés. Fait que ça aussi, ça peut avoir un grand impact à ce niveau-là. Là. Oui, les transports, on parlait les maux de cœur, le sommeil. Véronique parlait, ça peut être plus difficile pour ces enfants-là de s'apaiser. Donc, pensons à essayer de s'endormir, c'est pas toujours évident. Puis j'aime beaucoup, là, moi aussi, au niveau du verre d'eau. Puis si on peut l'imager, c'est comme si les cocos hypersensibles, il y avait un plus petit verre d'eau en plus. Fait que le verre d'eau se remplit, puis il déborde plus rapidement. Puis il y a plus de stimulation qui rentre. Donc, ça vient... je pense que la réponse à ta question, Cosette, ce serait dans tout. Ça peut avoir un impact pas mal dans tout. C'est vrai qu'on va l'observer plus à l'habillage, à l'alimentation souvent, mais Véronique l'expliquait bien dans les CPE, puis c'est souvent un melting pot de tout ça. Là. Ouais. De tout. Donc, si je comprends bien, on n'en guérit pas, mais on apprend à vivre avec. Oui, bien, Véronique parlait tantôt, il y a quand même des techniques de désensibilisation qui existent. Donc, ça peut diminuer clairement avec l'âge, la maturité du cerveau, le fait que l'enfant apprend à parler, que les parents sont plus alertes aussi. J'aime beaucoup ton mot de lunettes généreuses, là. Mettre ces lunettes généreuses font ben oui, tu sais, c'est ça. Le stress diminue au quotidien aussi, fait que l'enfant est moins l'anxiété puis le sensoriel, on en rentre dans toute une boucle. Là. Fait que non, on n'en guérit pas, mais c'est pas un, tu sais, je le disais au début, c'est pas un défaut, hein, être hypersensible, c'est un profil, puis ça amène plein de belles qualités aussi, souvent plus attentif aux détails,
c'est des enfants qui sont souvent très empathiques aussi envers les autres. Sensibles aux injustices, Oui. sensibles à l'autre, très empathiques. Donc, ça peut être c'est des belles qualités. Je dirais aussi que un petit bémol, il faut faire attention aussi parce que des fois, l'enfant mature, puis il va être capable de mieux se contrôler, mieux contrôler ce qui se passe en dedans de lui. Mais ça peut apporter aussi, des fois, ça lui demande beaucoup d'énergie à se contrôler. Parce que c'est pas rare qu'on va voir un enfant qui va être capable de bien fonctionner en CPE. En tout cas, éventuellement, là, il va être quand même capable de bien s'adapter puis de faire des beaux efforts. Mais quand il va arriver à la maison, il va avoir des petites explosions. Ça, on le voit très souvent. Puis je dis CPE, mais c'est la même chose à l'école. Puis même, je dirais, pour un adulte, c'est la même chose. Des adultes qui passent la journée au travail, il y a beaucoup de bruit, ça bouge, les interactions, bon, les petits conflits, pas les conflits, mais juste les interactions puis avec les pairs de travail. Puis on arrive à la maison, puis la batterie est à plat le soir. Puis c'est la même chose avec les enfants. Fait qu'il faut garder ça en tête aussi, que même si tolérer, c'est pas nécessairement que ça se fait avec aisance et facilité. On peut tolérer puis trouver ça assez difficile quand même. Puis de faire des gros efforts, d'être fatigué au bout de la journée. Moi, j'appelle ça, c'est ton safe space. C'est l'endroit où tu peux vraiment te déposer, être toi-même à 100%, puis on va te prendre comme que tu es, c'est à la maison. Exact. Donc, quand les parents nous disent, mais il fait des belles journées à la garderie, mais il arrive chez nous, puis il est exécrable. Prenez-le, c'est parce qu'il vous fait confiance que vous êtes son parent, vous allez l'aimer, peu importe, puis il peut vraiment vous montrer comment il se sent réellement. C'est pas facile dans le moment, là, je retourne puis je me rappelle, là, c'est pas facile, mais encore une fois, lorsqu'on met des lunettes généreuses, puis on comprend le pourquoi il fait ça, bien, je pense qu'on peut intervenir d'une autre façon avec notre enfant. Puis quand je dis, tout à l'heure, je dis, est-ce qu'on en guérit? Parce que moi, souvent, on me disait, bien, quand est-ce qu'il va aller mieux? Quand est-ce que ça va changer? Bien, il est comme ça. Pas malade, il n'est pas malade, il va juste apprendre à mieux se connaître, il va se trouver des astuces avec les pros, moi c'est avec les ergots que j'ai appris ces astuces-là, pour être capable de se sentir bien dans son corps, parce qu'ils ne sont pas bien, ces enfants-là, habituellement, lorsque c'est juste le trop plein. C'est comme tu disais, j'aime beaucoup un party de Noël tout le temps. Moi, je dis c'est comme un concert de rock dans ta tête tout le temps. Là, tu essaies de faire plein de choses en même temps. C'est un petit peu la même sensation. Fait que oui, ça fait des enfants, je pense que c'est des adultes très empathiques, hypersensibles, ils sont hyper attachants. Moi, je ne peux pas dire autrement. Là, j'en ai un à la maison. Ils sont hyper attachants. Tu sais, en tant que parent, moi, j'ai eu recours à des ergots, donc j'ai eu des astuces parce que je voulais vraiment, vraiment savoir quoi faire, quoi pas faire avec mon enfant et transmettre l'information, veut pas, aux éducatrices qui côtoyait mon coco. Mais en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre coco lorsque nous, on soupçonne des petites choses à la maison? Est-ce que c'est tout de suite on appelle en ergo? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, surtout ces côtés habillement? Je pense que ça apparaît rapidement, l'habillement, le bain, c'est tout ce qui est le toucher des enfants. Puis, est-ce qu'il y a des petits trucs, astuces que vous pouvez dire aux parents? Ah, bien, écoute, ça, c'est un red flag. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous avez des petits trucs pour les parents qui nous écoutent? Bien, Véronique, elle l'a bien nommé tantôt, et un truc vraiment très général, puis j'observe exactement la même chose. Quand le parent comprend, et il y a une amélioration vraiment flagrante. Fait que je pense déjà écouter ce podcast-ci, c'est une bonne idée. Puis, fait que ça, déjà, là, ça change tout au tout, le stress et tout ça. Tout est diminué, on est plus bienveillant et tout ça. Valérie, tu nommais tantôt que c'est souvent, les enfants n'ont pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe autour d'eux dans leur routine quotidienne. Puis, une façon, je pense, d'atténuer les difficultés, c'est justement de leur en redonner un petit peu, offrir des choix. On s'entend que ce sont des choix qu'on est prêt à assumer comme parents, puis des fois, c'est des faux choix, mais d'offrir des choix à l'enfant, de le préparer avant les activités qu'on sait qui vont être un petit peu, qui vont présenter un défi, c'est beaucoup préparer, offrir des choix. Ça peut aider, je pense, à atténuer les difficultés. Fait que quand on parle de l'habillement, ben, au lieu de sortir juste une paire de bas, ben, peut-être qu'on peut en sortir deux. Puis, comme juste deux
deux choix. Là. On ne veut pas non plus passer toutes les paires de bas qu'il y a dans le tiroir, on s'entend, mais des fois, ça peut aider à ou préparer la veille, préparer tous les vêtements la veille. Comme ça, l'enfant, le matin, il est déjà préparé, sait ce qu'il va porter. S'il il a été impliqué dans le choix, ben, il sait que c'est lui qui les a choisis. Donc, ça peut faire que le matin, il va s'habiller plus facilement. Donc, la préparation, puis les choix, je pense que ça peut aider aussi. Oui. Puis à l'habillage, tu sais, s'il y a un chandail qui fonctionne, achetez-en 4. Là. Je veux dire, moi, je suis tout le temps bien pareil parce que c'est ça qui marche, puis je suis bien là-dedans. J'ai pas 14 paires de bas différentes. J'ai une paire de bas, puis c'est toutes les mêmes. Puis, fait que, tu sais, ça aide beaucoup. Cosette, tu disais couper les étiquettes, choisir les vêtements aussi. Tu sais, c'est adapté. Il faut s'adapter. Fait que voir qu'est-ce qui dérange, puis comment on peut l'adapter. Puis, les sensibilités en général, tu sais, on parlait tantôt du party de Noël ou du concert rock, bien, si on a une grosse sortie de prévue ou si on sait que l'enfant, exemple, bien là, il veut s'habiller beau pour sa photo et tout ça, ça se peut qu'il faut être plus tolérant sur d'autres aspects cette journée-là. Ça se peut que le lendemain, il soit plus fatigué aussi parce qu'il a vu beaucoup de monde cette journée-là. Donc, de s'adapter au quotidien. Puis, je le dis, puis c'est pas tout le temps facile, là, je dis pas ça facile, faites ça, mais c'est vraiment une des clés qui va aider avec vos enfants. Puis se garder toujours une marge de manœuvre, savoir que ben, on y va, on s'est préparé, on y va, on a fait des choix, puis tout ça, mais ça se peut que ça dérape. Puis d'être prête à ça, puis de l'accueillir. De ne pas sentir que c'est une défaite ou qu'on a manqué notre coup. Ou, ben aujourd'hui, c'est comme ça, puis le coco, puis moi aussi, parce qu'on affecte aussi beaucoup nos enfants. Nous, on parle des enfants, qu'ils soient bien en forme, des préparés, mais nous aussi, comme parents, il faut être un peu dans le même état d'esprit, d'ouverture, de se dire que il faut être calme, nous, faut se préparer, nous aussi, puis se préparer des fois, quand ça va pas bien, c'est pas un échec nécessairement. Là. On bâtit pour la prochaine fois. Puis j'ai envie de dire, pas minimiser ce que l'enfant il vit. Tu sais, lui, la paire de bas, c'est une roche pour vrai dans son soulier. Fait que c'est pas lui dire, ben non, inquiète-toi pas, ça fait pas mal. Lui, ça lui fait mal pour vrai. C'est vrai dans sa vie. Fait que, souvent, je vais recommander, je t'entends, je comprends que ça te dérange, puis d'essayer d'offrir une solution ou d'expliquer que ça a une durée dans le temps ou quoi que ce soit, mais faut les entendre, nos enfants. C'est pas de... Il n'exagère pas. Lui, il se sent comme ça. Ça a l'air exagéré de l'extérieur, mais c'est comme ça qu'il est dans son corps, tu sais. Oui. Oui. Puis la journée, moi, qui m'a dit, c'est comme si j'ai une roche dans ma chaussure. Je suis venue les yeux pleins d'eau parce que, encore une fois, mettre des lunettes généreuses, mais il fallait qu'il me le verbalise. C'est juste une couture, les autres sont dans le lavage. Tu ne peux pas les mettre juste pour aller glisser. Non, il ne peut pas les mettre. Et donc, il a été pas de bas, il a été de la botte, puis ça a fini comme ça. Mais effectivement, c'est vraiment, je pense, si je résume, c'est vraiment des lunettes généreuses. Ça, c'est une expression de Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie. Elle est extraordinaire, là. Si vous ne la connaissez pas, allez la suivre. Donc, elle parle beaucoup de lunettes généreuses des enfants ou juste mettre une autre paire de lunettes. Regardez nos enfants d'un autre angle, les comprendre. Donc, une fois qu'on a compris, je pense qu'on peut intervenir d'une façon adaptée. Moi, c'est vraiment avoir une prévisibilité. C'est vraiment savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, quand tu parlais, Véronique, de préparer les choses d'avance, il le sait d'avance, ça réduit déjà son stress, son anxiété, il sait ce qui s'en vient. Moi, parfois, même, il essayait la veille ce qu'il allait mettre le lendemain pour être certain que c'était vraiment le bon choix. Puis le lendemain, des fois, il changeait d'idée parce que ça ne tentait pas. Fait que, ça se peut, mais ça fait en sorte que ça raccourcit la durée. Donc, il y a moins de chicanes, moins d'obstinage le matin. Puis moi, lui, il est plus disponible le matin pour avoir la joie de vivre le matin puis partir sa bonne journée du bon pied. Et aller chercher de l'aide, je pense, lorsque vraiment on est à bout de ressources, c'est pas plaisant, l'habillage, les transitions, l'heure des repas, de ne pas hésiter d'aller chercher de l'aide. Toi, Valérie, j'ai suivi ton cours et j'aimerais ça que tu nous en parles avant qu'on termine. Tu as créé un cours, je vais te laisser en parler. Oui, bien, en fait, je trouvais qu'on n'en entendait pas assez parler et que c'était pas toujours super accessible. C'est pas tous les parents, malheureusement, qui ont des assurances ou qui ont les sous pour consulter en ergothérapie.
la formation, on ne se veut pas un remplacement là, d'une consultation, mais c'est un peu la continuité de ce qu'on fait aujourd'hui, d'expliquer d'où ça vient. Puis il y a beaucoup de trucs qui sont donnés au quotidien de qu'est-ce qu'on peut faire. Ça serait comme, j'aurais envie de dire, l'étape 1, de voir est-ce qu'on peut régler une partie de ce qu'on a besoin, puis de nos problématiques au quotidien, puis par la suite de consulter puis, aux besoins. Puis ça nous aide aussi à mettre des mots. Ça se voulait pour les parents et beaucoup pour les éducatrices en garderie, éducatrices spécialisées pour les écoles, d'essayer de mettre une nouvelle paire de lunettes. Je les appelle mes lunettes d'ergo, là. Que tout le monde puisse avoir une petite paire de lunettes d'ergo ou de lunettes sensorielles une fois de temps en temps, puis de voir le comportement, là, ça peut-tu être causé par autre chose? Donc, c'est un peu de là que venait le titre. Le sensoriel qui explique les comportements, les réactions. Donc, c'était vraiment les réactions émotionnelles et tout ça parce que ça a un impact sur beaucoup de choses. Fait que, dans le fond, c'était mon objectif, c'était vraiment que ce soit le plus accessible possible. Puis, si tout le monde pouvait avoir juste ces petites lunettes-là, je pense que ça enrayerait des problématiques au quotidien. Oui. Puis je l'ai suivi, la formation, et je la recommande à mes collègues nutritionnistes. Il y en a qui nous écoutent. Ça démystifie beaucoup, beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup, Valérie. Merci, Véronique, d'avoir partagé vos expériences et vos expertises avec nous. On va laisser tous les détails dans la description du podcast ainsi que les liens vers vos plateformes et vos services. Et j'aimerais préciser que cet épisode répond à plusieurs questions, mais ça ne constitue pas un outil diagnostique, hein, tu l'as bel et bien dit, Valérie, et ça ne remplace pas les services offerts par un professionnel de la santé. Alors, n'hésitez pas à consulter en cas de besoin. Vous pouvez en parler avec votre pédiatre, le médecin qui suit votre enfant, et sachez que la ressource à aller voir, c'est vraiment les ergothérapeutes. Je vais laisser également les coordonnées de nos ergothérapeutes qu'on a reçus aujourd'hui qui ont accepté l'invitation. Alors, on va se retrouver dans la partie 2 pour parler de l'impact potentiel de l'hypersensibilité sensorielle au niveau de l'alimentation avec des astuces de pro. Bye tout le monde! Bye! 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 Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado et chaîne YouTube. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager l'épisode ou nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître le balado à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce balado, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mélissa. Bye Cosette.